Salut à tous, c'est Palawan et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la nouvelle saison de koh, la saison anniversaire des 20 ans, et en particulier débriefer ce premier épisode. J'ai été plutôt absent de YouTube ces derniers temps, tout simplement parce que je n'avais pas le temps de réaliser des vidéos. Ça va être aussi un peu le cas pendant cette saison, il n'y aura sans doute pas des débriefs toutes les semaines, mais je tenais à être présent au moins pour ce premier épisode. D'autant que c'est un épisode que j'ai plutôt apprécié. Donc comme vous en avez l'habitude, je vais donner un peu mon sentiment dans un premier temps sur cet épisode. Ensuite, on reviendra assez rapidement sur les points à retenir de l'épisode. Et puis ensuite, je me concentrerai un peu plus sur les dynamiques de tribu. Donc ce sera un débrief assez rapide parce que malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de l'enregistrer et surtout de le monter derrière. Mais je vais essayer de revenir quand même sur les points capitaux de l'épisode. Donc on va commencer par mon impression sur l'épisode, et c'est un épisode que j'ai vraiment apprécié. J'avais plutôt des appréhensions, des craintes en arrivant devant l'épisode, des craintes globales d'ailleurs concernant la saison, et finalement, malgré quelques bémols sur lesquels je vais revenir un peu plus par la suite, globalement c'était un épisode que j'ai vraiment apprécié. J'ai été plutôt satisfait du niveau de jeu. J'avais un peu peur qu'on se cache derrière des notions de mérite et qu'on a finalement pas du tout eu. On n'a pas du tout eu cette notion de mérite. On a même eu des aventuriers qui ont très vite essayé justement de cibler certains autres aventuriers, notamment du côté des femmes. On a eu vraiment notamment Clémence qui a été visée en tant que double gagnante, donc ça j'ai assez aimé. C'était un épisode qui était très rythmé, avec vraiment beaucoup de choses qui se sont passées, presque trop de choses. J'ai eu l'impression par moments que on n'avait pas assez justement d'images, on n'avait pas assez de temps d'émission pour justement tout voir, pour voir tous ces aventuriers qui nous ont marqués, et certains ont été quand même plutôt mis en retrait. Mais globalement voilà, c'est une impression assez positive qui se dégage de cet épisode, avec beaucoup de motifs d'espoir je trouve pour la suite, même s'il y a quelques bémols, notamment du point de vue de la tribu des garçons et de cette division entre hommes et femmes, mais ça j'y reviendrai un peu plus en détail par la suite. Donc on va maintenant revenir sur les 5 points à retenir de l'épisode, à commencer par toute la phase introductive qu'on a eue en gros jusqu'au générique à peu près, qui est arrivé assez tard dans l'épisode. Globalement j'ai été plutôt satisfait parce que c'est toujours voilà, un côté un peu fan service et c'est toujours agréable de revoir des images des saisons passées, d'autant que là on a vraiment fait la boucle avec la première saison. On a eu des images de la première saison et du challenge final de la première saison avec l'idol, donc ça j'ai assez aimé qu'on fasse le lien, même si j'aurais apprécié qu'on ait aussi au moins un aventurier ou une aventurière de la première saison, comme Genaël par exemple, pour vraiment boucler la boucle dans cette saison. Mais bon, globalement on a quand même eu ce sentiment voilà, de boucler la boucle. Mais j'ai quand même été un peu déçu par toute cette partie introductive. Je trouvais que ça manquait un peu d'épique globalement. J'aurais vu ça peut-être encore plus exagéré finalement, avec encore plus d'images et vraiment plus s'apesantir sur le côté des 20 ans, sur le côté un peu historique, légendaire de la saison. Là j'ai trouvé que c'était notamment après ces premières minutes d'introduction qui étaient plutôt sympas, j'ai trouvé que ça manquait un peu d'ampleur. Peut-être, je sais pas, le cadre n'était pas tant mis en valeur que ça. Je trouve que voilà, le fait qu'il ne faisait pas très beau, qu'on avait un peu toute cette mise en scène avec les torches de jour qui ne fonctionnait pas très bien selon moi avec les aventuriers. Très franchement, j'ai trouvé que voilà, le cadre polynésien fonctionnait pas trop, et autant j'avais été vraiment bluffé par les paysages l'année dernière, autant là peut-être qu'on s'est un peu habitué, et le fait qu'il est pas fait très beau et qu'on soit sur des petites îles, voilà, ça manquait un peu d'ampleur, j'ai trouvé, faisait un peu disons bas de gamme, ce côté avec les torches, les aventuriers qui arrivaient avec les torches. Ouais, je n'ai pas trop apprécié cette partie-là, disons, en termes de mise en scène. Même le côté avec Denis Brognard qui, au début du générique, allumait cette espèce de totem en feu là, dessiné sur le sol, je trouvais que voilà, ça ne fonctionnait pas trop finalement, ça manquait un peu d'ampleur, ça manquait d'épique, et voilà, c'est un peu le bémol que j'apporterais à cette introduction. Mais une fois que tout ça est passé, on a eu du coup l'introduction un à un des aventuriers, et on a eu une idée que j'ai trouvée assez facile, mais en même temps qui fonctionnait, de faire venir finalement Sam en premier, et que Sam finalement commente l'arrivée successive de tous les aventuriers, avec voilà, tous ces héros qui ont un peu marqué son enfance et son imaginaire. Il y avait un côté un peu fan service, un peu comme ce qu'on avait eu justement lors de l'île des héros. On retrouvait un peu les mêmes dynamiques, avec justement un fan qui regardait arriver une à une ses idoles. Mais ça a plutôt bien fonctionné finalement. À retenir, il y a 2 séquences moi qui m'ont plutôt fait rire, ou même plutôt que j'ai plutôt apprécié dans
dans ces introductions. Tout d'abord, il y a Freddy qui a mentionné la théorie des 4S et ça m'a fait assez marrer parce que voilà, la théorie des 4S, si vous ne le savez pas, donc sport, social, survie, stratégie, disons que c'est quand même une des pierres fondatrices, je dirais, de la communauté de fans de Koh-Lanta. C'est quand même quelque chose d'assez important au sein de la communauté de fans, vraiment des personnes qui suivent Koh-Lanta depuis longtemps et notamment qui s'intéressent à tous les aspects du jeu, pas seulement au sport et à la survie. Et ça m'a assez amusé finalement que quelqu'un comme Freddy mentionne ça. C'est assez drôle, c'est comme une forme de clin d'œil aux fans, vraiment aux vrais fans de l'émission, ce qui est assez rare pour être signalé, contrairement à une émission comme Survivor qui a tendance à beaucoup se préoccuper de ses fans. Dans Koh-Lanta, disons que la production a plutôt tendance à faire les yeux doux au grand public, et donc qu'ils aient conservé cette séquence justement où Freddy parlait des 4S, ça m'a fait assez marrer. Pour moi, c'était une forme de clin d'œil aux fans, et j'ai assez apprécié justement qu'on ait un Freddy, même si on verra par la suite malheureusement que Freddy n'a pas pu aller loin, mais j'aurais vraiment apprécié voir Freddy mettre en place justement ces 4S, et je pense que Freddy était prêt vraiment sur tous les aspects du jeu, pas seulement le sport et la survie. Mais voilà, c'était assez sympa au moins d'avoir cette séquence là de Freddy, et puis l'arrivée de Patrick, le Pat, vraiment qui m'a fait beaucoup marrer avec toutes les allusions, voilà, ces saisons passées, avec les colliers qu'il avait mis dans son slip. Enfin, c'était assez drôle, et c'est quel plaisir de revoir Patrick qui semble ne pas avoir changé en 10 ans, vraiment. Il a toujours le même esprit joueur, toujours le mot pour rire. Enfin, moi, j'apprécie vraiment ce personnage et je suis vraiment très heureux qu'il soit présent dans cette saison. À noter également dans cette partie introductive, on a eu les introductions vraiment notables de 2 joueurs. Tout d'abord, évidemment Claude qui a vraiment été présenté comme le héros, le roi de Koh-Lanta, qui a eu droit même à une musique introductive particulière qui était, si vous en souvenez, le thème des armes secrètes l'année dernière, qui donnait presque un aspect vraiment de méchant. Il y avait un peu l'entrée de Dark Vador, ça donnait un peu cette impression-là, voilà, avec cette musique très dramatique, très intense. J'ai trouvé ça assez amusant qu'on le présente presque comme un méchant. Enfin, moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu au début, même si voilà, il a un palmarès impressionnant, tout ça, mais c'était vraiment le Terminator, la personne qui arrive vraiment d'une autre planète. Ça donnait vraiment cette impression-là, et ça va être assez intéressant, notamment potentiellement dans cette rivalité qui a été un peu construite et mise en avant par la production, mais qui existe effectivement depuis les premières saisons, notamment depuis leur première saison en commun avec la revanche des héros, avec Teura qui a vraiment été présenté en dernier. Donc c'était vraiment la production qui insistait sur Teura comme étant vraiment le symbole de Koh-Lanta, comme étant l'aventurier ultime en l'amenant en dernier. C'est vraiment l'impression que ça a donné. Et ils ont vraiment créé une forme de build-up sur ces 2 personnalités, sur ce clash de personnalités entre Teura et Claude, que je trouve intéressant, qui pourrait, s'il se concrétise vraiment avec un affrontement entre les deux, qui pourrait être intéressant. Malheureusement, je pense que Claude, pour l'instant, en termes d'image, n'aura pas forcément intérêt à réellement s'opposer à Teura, mais on verra peut-être un peu plus par la suite. J'ose espérer en tout cas qu'il y aura vraiment un affrontement au-delà de l'affrontement sportif, qu'il y aura un affrontement stratégique entre les deux. Enfin, disons qu'il n'y a pas forcément beaucoup de répondants en face de la part de Teura, mais globalement, voilà. J'espère qu'il y aura cet affrontement de personnalités qui va vraiment se mettre en jeu, et j'ai l'impression qu'il y a un peu un build-up autour de ça. Notamment, on le verra ensuite avec un Sam qui dit que voilà, c'est Teura qui doit gagner l'aventure, et Claude qui me fait beaucoup marrer en répondant voilà, on va se calmer là tout de suite. Donc je pense que voilà, il peut y avoir un peu ce clash d'ego qui peut être intéressant entre les deux, et en tout cas j'ai l'impression que la production essaye d'amener une construction narrative autour de ça. Dernier mot sur l'intro avec le générique. J'ai assez aimé le générique avec la mise en parallèle de la première aventure des aventuriers et de cette saison-là. Malheureusement dans le générique, et c'est aussi vrai dans le pré-générique, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de spoil, mais sinon j'ai bien aimé le générique, et avec notamment le retour de l'ancienne musique. Alors c'est pas tout à fait l'ancienne musique, c'est une forme d'ancienne musique remixée, mais on a laissé de côté la musique qu'on avait depuis 3 saisons, qui était la musique de l'île des héros, et j'ai assez aimé retrouver un peu ce générique entre guillemets classique de Koh-Lanta, même s'il n'a pas la dimension épique des premières saisons, avec voilà ce générique qui était pour moi vraiment pur. Là on a rajouté un peu des percussions, etc., qui je trouve enlève justement la pureté et le côté vraiment épique du générique. Mais dans tous les cas, c'était quand même sympa de retrouver cette musique-là.
Voilà pour cette séquence introductive, et ensuite, point très important, Denis du coup annonce aux candidats qu'ils seront séparés en 2 équipes, donc une équipe d'hommes et une équipe de femmes, sauf qu'on n'a pas vraiment 2 équipes qui s'affrontent, mais finalement 2 clans, 2 tribus qui finalement vivront leur aventure en parallèle, les hommes qui s'affronteront entre eux et s'élimineront entre eux, et les femmes de la même manière s'affrontent entre elles et s'éliminent entre elles. C'est une structure que je trouve assez intéressante, et dans l'absolu, je trouve que c'était plutôt une bonne idée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça évite justement des éliminations entre guillemets sur le physique, comme on a souvent au début de Koh-Lanta, quand on a 2 équipes qui s'affrontent. Logiquement, pour pouvoir gagner les épreuves, on préfère conserver ses meilleurs éléments, donc on a tendance plutôt à éliminer les plus faibles. Et ça a tendance, alors c'est pas forcément la stratégie d'éliminer les plus faibles qui me gêne, c'est plus le fait que ce soit prévisible dans ce cas, parce que évidemment quand on élimine les plus faibles, bah voilà, on sait par avance souvent qui va être éliminé, même si là évidemment on a quand même un peu la crème de la crème des aventuriers, notamment d'un point de vue sportif. Disons que voilà, là si on élimine les plus faibles, on sait d'ores et déjà par exemple chez les femmes que Cindy sans doute aurait eu sa place en danger, ce qui me gêne un peu en plus parce que j'aime beaucoup Cindy. Mais pour le coup, je trouvais ça intéressant justement d'avoir une aventure individuelle parce que ça encourage plutôt à cibler les plus forts. Mais qu'est-ce que ça veut dire les plus forts? Est-ce que c'est les plus forts en épreuve? Est-ce que c'est les menaces sociales ou stratégiques? Est-ce que c'est les personnes qui ont déjà gagné des aventures? Donc ça apporte justement beaucoup plus de complexité et beaucoup plus de possibilités d'alliance. Ça apporte aussi une incertitude sur les votes et une incertitude sur ce qui va se passer ensuite. Potentiellement des stratégies comme on l'a vu notamment chez les femmes. Donc dans l'absolu, je trouve que c'est vraiment une bonne idée de commencer ce All-Star comme ça. Malheureusement, le problème, c'est que la division des tribus hommes-femmes pose déjà problème dans une des tribus, à savoir celle des hommes, puisque finalement, il y a certains hommes qui sont d'ores et déjà protégés, puisqu'ils ont voilà, une entente, je sais plus exactement comment l'a défini Claude, mais c'était une entente naturelle, je crois, donc il y a un peu cette alliance intrinsèque, on peut le dire, une alliance pré-game hein, qui se joue, puisque voilà, il y a des amitiés, disons, et on a un clan finalement masculin qui s'articule autour de Claude et Laurent, en gros, hein. Et cette relation d'amitié Claude-Laurent qui est très forte, Claude qui est évidemment de son côté, pour l'instant en tout cas, Théura et Sam, on verra ce qu'il en est par la suite, et puis Laurent de son côté à Namadia, même si Namadia est aussi lié à Claude, et aussi Phil de la nouvelle édition du coup, enfin ils s'étaient rencontrés, Laurent et Phil, sur la nouvelle édition, ils avaient bien sympathisé, donc voilà, on a ce groupe en gros de 6 qui donc a la majorité, qui donc peut éliminer les éléments hors de cette alliance. On a également un Patrick qui est plus ou moins rattaché à cette alliance via Claude. Patrick qui pour l'instant va essayer je pense de faire le dos rond et d'un peu voilà, survivre dans ce groupe de requins. Même si ça va être compliqué pour lui, et j'espère vraiment qu'il va passer cette phase, parce qu'à mon avis cette phase individuelle va pas durer très longtemps. Manifestement elle va durer encore la semaine prochaine, mais je pense que d'ici la semaine d'après, ou peut-être encore la semaine d'encore après, mais je pense pas que ça durera plus de 2 ou 3 épisodes, cette phase voilà où on a 2 éliminés, un dans chaque clan entre guillemets. Je pense que très vite on va avoir un remixage et finalement des teams classiques avec des affrontements classiques, hein, jeu de confort, jeu d'immunité. À voir combien de temps il va falloir survivre comme ça, mais j'espère que Patrick en tout cas survivra à cette phase. Et donc, en dehors de cette alliance, si on veut vraiment continuer à détailler ça, mais ça je reviendrai un peu plus dans les dynamiques de tribu, toutes les personnes qui sont en dehors de cette alliance, forcément sont immédiatement en danger, et donc ça rend la tâche compliquée pour des personnes comme Hugo ou Maxime. Alors que côté femme, justement, il y a un peu plus, je pense, enfin, en tout cas dans l'absolu, il y avait un peu plus de possibilités de manœuvre, même si finalement, voilà, on a assez vite eu des clans qui se sont formés, mais c'était plus, je pense, une affaire de personnalité, même s'il y avait évidemment aussi des accointances et des amitiés pré-game qui existaient. Je pense que ça s'est fait ensuite un peu plus disons sur l'île que réellement en pré-game. Bref, donc du coup on a ces 2 tribus qui existent, et Denis qui annonce qu'ils n'auront rien en dehors de 2 machettes, même pas de walk, donc c'est des conditions assez compliquées, mais très franchement je pense pas que ça va durer comme ça, comme je le disais. Je pense que dès qu'on aura la formation des tribus, on aura des jeux de confort avec possiblement à gagner à la clé justement un wok, du riz, du poisson, etc., etc., un kit de pêche, toutes ces choses là qui permettront aux aventuriers voilà, de survivre un peu mieux, disons, sur leur île. On va enchaîner ensuite avec les 2 épreuves de l'épisode, donc les 2 épreuves d'immunité. Première chez les hommes, ensuite chez les femmes. Donc les règles de cette épreuve sont simples.
Les 2 premiers sont immunisés, les 2 derniers ont une voix contre conseil. Finalement, ça n'aura pas vraiment d'influence, et tant mieux, parce que je n'aime pas trop ces règles de une personne, enfin les personnes les plus en retard ont des votes contre elle, mais je pense que c'est aussi pour apporter une forme de suspense même à la fin de l'épreuve, pour éviter voilà, d'avoir une épreuve qui se joue juste sur les premières places, et ensuite finalement des aventuriers qui terminent pour l'honneur. Là on a vraiment un classement qui est vraiment établi avec des aventuriers qui se battent pour ne pas être dernier. Ça apporte aussi un peu de dramaturgie à l'épisode, mais on verra ça un peu après. On va commencer du coup par l'épreuve des hommes, un parcours du combattant vraiment épique. Je pense que c'est peut-être le plus beau parcours du combattant en termes d'aventuriers présents sur la ligne de départ. En compétition, sans doute avec la revanche des héros, on avait quand même Claude, Freddy, Thé, Moussa, enfin gros casting quand même. Là on a quand même Claude, Thé, Freddy aussi, il y avait évidemment un Maxime qui est un peu déçu, il y avait un Hugo, il y avait un Sam, enfin voilà, il y a des aventuriers vraiment intéressants, un Phil aussi que j'oublie, Laurent évidemment aussi, donc voilà, c'est peut-être le plus beau build-up au départ avec vraiment des gros aventuriers sur la ligne de départ. On a eu un très bel affrontement, une épreuve sans doute trop dure. Alors bon, on peut pas leur en vouloir à la production d'avoir voulu nous en mettre plein les yeux dès le départ, et je leur en veux moins que pour un parcours du combattant classique, parce que normalement le parcours du combattant il arrive assez tard dans le jeu, donc les aventuriers sont déjà épuisés. Là c'est le début de l'aventure, donc ça ne me choque pas que l'épreuve soit plus difficile, parce que les aventuriers ont encore beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'était quand même une épreuve extrêmement difficile. Est-ce que c'est spécialement étonnant qu'un aventurier se soit blessé sur ce type d'épreuve, étant donné la difficulté du parcours? Je trouve que c'était un peu inconscient de la part de la production, mais d'un autre côté, voilà, on ne peut pas non plus complètement leur en vouloir. Je comprends la volonté de vouloir faire un affrontement épique. Et malheureusement, Freddy, qui était donc en tête dans ce parcours, vers la fin du parcours, tombe et se blesse à l'épaule et est évacué. Et ça me fend le cœur, parce que vraiment Freddy c'était peut-être la personne que j'avais le plus hâte de revoir, en tout cas chez les hommes, avec peut-être un Patrick, et très franchement je suis vraiment écœuré, même si je ne sais pas s'il aurait vraiment pu tirer sa carte du jeu dans ce groupe d'hommes là auquel il n'est pas forcément lié. Je pense que ça aurait été compliqué pour lui, mais là vraiment je suis vraiment déçu de le voir partir comme ça. J'espère qu'on aura l'occasion de le revoir, parce que c'est un aventurier qui vraiment mérite de revenir, qui en plus a su progressivement adapter son jeu, et là je pense aurait pu jouer vraiment sur le plan stratégique, donc ça m'a déçu de le voir partir à ce moment-là. Bref, Claude remporte l'épreuve. Claude qui n'a pas été le plus impressionnant physiquement, moins impressionnant en termes de puissance pure que Freddy ou même Laurent, mais qui a su, voilà, comme il le dit, ne pas commettre d'erreurs. Et c'est vraiment la force de Claude, c'est qu'il est complet, il est peut-être pas le meilleur dans chacun des domaines, mais il commet très peu d'erreurs, il est très concentré, et voilà, il a l'expérience, il est capable, voilà, de vraiment s'adapter, sans être le meilleur, sans avoir le plus de talent dans chaque domaine, être pluridisciplinaire et arriver à vraiment capitaliser sur les erreurs des autres. Donc assez impressionnant. Claude qui globalement je trouve fait un très bon premier épisode. Évidemment il est dans les meilleures conditions possibles, mais voilà, c'est toujours un plaisir de le revoir, hein. Claude, voilà, c'est quelqu'un de drôle, de charismatique, d'intelligent, qui a cette vision stratégique du jeu que j'apprécie, contrairement à un Teura par exemple. Mais voilà, donc c'était assez sympa comme épreuve. On a eu par contre une séquence assez ridicule, hein, la séquence entre Sam et Teura, qui a apporté de la dramaturgie, et c'est vrai un côté mi-amusant, mi-tragique, mais pour le coup j'étais assez estomaqué de voir un Sam gâcher son parcours. Alors à mon avis, je ne sais pas, mais je pense qu'il était de toute façon distancé, donc peut-être qu'il s'est dit dans un coin de son esprit que de toute façon voilà, il ne gagnerait pas, donc autant aller aider son idole, je n'en sais rien, bon je suis pas dans sa tête, mais dans tous les cas, le fait qu'il sacrifie comme ça son aventure pour les autres, c'est absolument ridicule. Comme lui dit très bien Claude, il me semble, je crois que c'est Claude qui lui dit, ou peut-être Laurent, voilà, tout le monde t'admire ici, de la même manière que tu nous admires, donc sois un aventurier comme les autres, n'essaie pas justement d'aider les autres, voilà, essaye de faire ton propre jeu et essaye d'avancer, parce que sinon voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça, moi, c'est la crainte que j'avais un peu sur Sam, c'est qu'il ne joue pas pour lui mais qu'il joue pour les autres, et ça c'est assez énervant, parce que forcément moi j'aime bien avoir des aventuriers qui se battent pour eux avant de se battre pour les autres, même si évidemment on peut avoir des alliés, mais avant tout l'objectif c'est quand même, à la fin il n'en restera qu'un, donc à la fin c'est quand même de gagner l'aventure. Là j'ai l'impression qu'un Sam pourrait très franchement se sacrifier, notamment pour un Teura.
Mais le voir comme ça, je pense que ça peut apporter finalement un peu de dramaturgie à la saison, ça peut même apporter un peu de jalousie, on l'a vu notamment avec, comme je le disais, Sam qui a pas mal mis en avant Théura, disait que Théura était l'aventurier ultime qui méritait de gagner, et Claude et qui répond à ça de manière assez amusante, voilà, ouais, c'est ce qu'on verra, ou tranquille, voilà, calme-toi, moi aussi je suis là, je suis présent. Je pense que finalement un Sam pourrait réveiller finalement des égos et réveiller cette lutte d'ego notamment entre Théura, Claude ou même un Laurent qui vont en fait se tirer la bourre, et ça pourrait être intéressant parce qu'on a pour l'instant une alliance disons qui semble solide mais avec des fêlures, et je pense que cette guerre d'ego pourrait, notamment dans la deuxième partie de la saison, si tous ces aventuriers sont toujours là, pourrait se réveiller et causer vraiment des problèmes et justement un peu d'intérêt à la saison, parce que sinon on va avoir une saison un peu voilà, en pilotage automatique, et ce sera pas forcément intéressant d'un point de vue téléspectateur. Bref, tout ça pour dire qu'on a eu une épreuve vraiment réussie, je trouve, côté homme. Côté femme, il y a eu le parti pris de faire une épreuve différente. Je peux le comprendre parce que voilà, télévisuellement, disons, c'est pas forcément intéressant de voir deux fois la même épreuve, côté homme et côté femme. Mais c'était un peu particulier parce que du coup on a eu une épreuve des grappins avec un parcours sportif au départ. On a vu une Clémentine vraiment impressionnante qui a mis la misère à toutes les femmes, y compris Karima. J'étais assez impressionné. Mais ensuite, voilà, pour la partie grappin, ça a été un peu plus compliqué pour elle. Finalement, c'est donc Kumba et Alix qui ont remporté cette épreuve, avec des pénalités, il me semble, à la fin pour Cindy. Non, Cindy non, s'en est sortie alors qu'elle avait vraiment galéré sur le parcours, mais donc c'était Alexandra et Clémentine. Clémentine du coup qui avait terminé en tête du parcours sportif et qui n'a pas réussi vraiment à la partie grappin. Donc voilà, donc pas grand chose de plus à dire chez les femmes. Forcément l'épreuve était un peu moins épique parce que c'était quand même un parcours moins impressionnant, mais c'était assez sympa aussi de voir cet affrontement féminin. Et donc voilà pour ce qu'il en est des épreuves. Quatrième point, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé sur les camps. Alors côté homme, pas grand chose à signaler en amont du conseil, hein. Vraiment on a, comme j'ai dit, ces deux alliances qui s'affrontent, enfin plutôt une alliance et quelques aventuriers comme Hugo et Maxime qui sont vraiment au bottom et qui malheureusement ne peuvent pas faire grand chose et ne font pas grand chose, hein, notamment Hugo. Malheureusement j'ai l'impression qu'il ne s'est pas vraiment défendu, il n'a pas vraiment, en tout cas de ce qu'on nous a montré, cherché de collier, donc c'était un peu dommage de ce point de vue là. Mais il y a quand même quelques petites séquences intéressantes, je trouve, chez les hommes, quelques séquences humoristiques, mais en particulier moi une qui m'a vraiment beaucoup interpellé, c'est la fameuse séquence Spy Shack pour tous ceux qui suivent Survivor. Et d'ailleurs je crois que Laurent a dit après coup que justement il s'était inspiré de Tony pour justement créer un peu cette séquence et pour faire cette séquence humoristique qui, je l'espère, sera suivie d'actes. J'aimerais beaucoup réellement qu'on ait une séquence d'espionnage dans Koh-Lanta comme ça a pu être le cas justement dans Survivor. Mais en gros, pour ceux qui ne suivent pas Survivor, il y a un candidat en particulier qui avait créé un petit abri, je dirais, une petite cabine d'espionnage entre guillemets pour pouvoir espionner les gens. Je crois que c'était en plus pas loin du point d'eau, donc voilà, c'était vraiment un peu dans le style de ce qu'a fait Laurent justement quand il s'était mis derrière l'arbre pour écouter les conversations. C'est vrai que c'est intelligent parce que c'est souvent près du point d'eau que se font les discussions, et c'est assez amusant, voilà, de voir ça, de voir cette stratégie qui a été employée d'ailleurs pas que par ce candidat dans Survivor, cette stratégie d'espionnage qu'on a, je crois, jamais vue, en tout cas intentionnellement dans Koh-Lanta. J'espère que ce sera suivi d'action. Malheureusement, je pense que Laurent est dans une position où il n'a pas forcément besoin d'espionner pour l'instant, mais dans l'absolu, voilà. Disons que c'est une petite graine qui pourrait, j'espère, germer à terme. Côté femme, beaucoup plus d'intérêt avec des aventuriers qui se sont vraiment révélés. J'ai été surpris notamment d'une Christelle qui, dans mes souvenirs, n'avait pas spécialement une grande conscience stratégique et qui là très vite a pu vraiment identifier des groupes. C'était assez intéressant de voir les groupes se former progressivement. Malheureusement, on voit que son sens stratégique n'est pas si développé que ça puisqu'elle a quand même choisi de miser sur le mauvais cheval. Mais j'ai assez aimé qu'il y ait des aventurières qui directement aillent cibler Clémence parce qu'elle avait gagné 2 fois et qui s'aperçoivent que Clémence est une menace vraiment extrêmement importante dans le jeu. Clémence qui arrive à échapper à ce conseil, je ne pense pas qu'elle gagnera une 3e fois, mais c'est quand même impressionnant de voir cette aventurière vraiment aussi performante, toujours socialement. C'est une aventurière qui ne fait pas de vagues. J'espère, comme elle l'a dit, parce qu'elle a annoncé qu'elle aurait un jeu plus au panache, donc j'espère qu'elle va un peu plus se mettre en avant. Mais en tout cas, elle a réussi à se sauver dans ce conseil. Et c'est donc Karima qui en a fait les frais.
Karima qui a été vraiment catastrophique, mais je vais revenir dans le 5e point sur le conseil en lui-même, mais en tout cas dans la partie pré-conseil et dans cette partie justement d'affrontement là pour le coup vraiment des deux alliances dans cette tribu. Voilà, Karima a vraiment fait n'importe quoi en termes de jeu, notamment avec une Candice, voilà, qu'elle a presque renvoyé, disons, poussé à voter contre elle. Donc pour le coup, voilà, pour moi Karima, sa fierté lui a vraiment causé des torts, puisque avec cette fierté, cette incapacité à réellement se lier socialement aux autres, elle s'est tout de suite mise à l'écart avec son groupe, sa petite alliance, et donc elle a très vite été mise en danger. Mais c'était intéressant de voir justement cet affrontement sur le camp des filles avec, comme je le disais, une Christelle qui s'est révélée, une Alexandra aussi que j'ai trouvé assez intéressante. On l'a vu aller discuter un peu avec tout le monde et il ne me semblait pas, en tout cas dans les 4 terres, qu'on l'avait vu aussi stratège entre guillemets, même si c'est rien de très stratégique, hein, c'est presque plus du jeu social que de la stratégie, mais c'était assez intéressant de l'avoir un peu essayé de former des liens et très vite monter une team pour se protéger. C'était bien joué et très franchement voilà, je suis assez agréablement surpris pour l'instant par le jeu d'Alexandra. On va terminer donc avec le conseil qui était un double conseil. Ça, j'ai assez apprécié le fait d'avoir justement les deux tribus en même temps. On a pu avoir des interactions qui étaient assez intéressantes, de voir notamment les hommes assez surpris par les tensions qu'il pouvait y avoir chez les femmes. Un conseil assez violent, et d'autant que manifestement il y a des choses qu'on n'a pas vues à la télévision, des propos apparemment violents de Karima qui n'ont pas été diffusés à la télévision. Mais dans tous les cas, voilà, Karima qui s'est complètement sabordée en plein conseil. Bon, je pense que de toute façon elle serait sortie, mais c'était voilà assez interpellant, disons, de voir une Karima aussi. Alors on avait vu qu'elle avait pas un social excellent dans sa première saison, mais là elle a été vraiment catastrophique, assez mauvaise franchement. J'ai assez peu aimé, incapable de comprendre qu'elle puisse être ciblée, n'acceptant pas qu'elle puisse être ciblée parce qu'elle faisait peur. Voilà, bon, c'est son jeu évidemment d'essayer de convaincre les autres que voilà, ce n'est pas bien de viser les gens parce qu'ils sont forts. Évidemment elle va essayer de se défendre, mais c'était la pire des manières de se défendre, en invectivant les autres, en ayant ce ton agressif. Et on a vu que plusieurs aventurières l'avaient sans doute ciblée, non pas forcément parce qu'elle était forte, mais aussi, comme le disait Clémentine, parce qu'elle faisait peur, mais simplement dans ses réactions, dans cette espèce de fierté mal placée, et qu'elle était incapable de se tempérer, qu'elle était incapable de vivre une vie de groupe avec des gens peut-être qui avaient pas forcément la même manière de voir les choses qu'elle, qui avaient pas forcément le même caractère, un caractère aussi fort qu'elle. Et franchement, Karima, j'ai envie de dire, entre guillemets, bon débarras, même si c'était plutôt une aventure que j'appréciais. Enfin, j'étais un peu neutre à son sujet, mais voilà, je pensais que ça pouvait être en tout cas une aventure intéressante dans cette saison. Là, pour le coup, vraiment, j'ai été assez déçu de voir ce qu'elle a proposé et de voir cette vision anti-stratégique, presque anti-sociale du jeu. Très franchement, voilà, pour moi, c'est absolument pas une perte de la voir partir, même si bon, manifestement elle n'est pas partie pour de bon, hein, puisqu'on va avoir un twist à la Age of Extinction, mais bon, ça, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir dans des débriefs ultérieurs une fois que ce sera confirmé ou non. Mais pour le coup, pour l'instant, je suis assez satisfait du fait que voilà, elle ait été éliminée, parce que pour moi elle n'apportait pas grand chose au jeu. Et côté homme, on a donc eu l'élimination d'Hugo, une élimination assez logique, à l'unanimité, hein, d'ailleurs il me semble, en dehors de la voix que Sam s'était auto-infligée du fait de sa défaite au jeu d'immunité. Pendant ce temps-là, je l'ai pas mentionné, mais Loïc avait remplacé du coup Freddy, mais Loïc lui était immunisé. Loïc qui pourrait être en danger, hein, parce que il pourrait être perçu comme une menace. On sait qu'il avait plutôt de bonnes affinités avec les filles dans sa première saison, et qu'en plus là il peut retrouver des gens de sa première saison, à savoir en l'occurrence du coup on a une Alexandra à laquelle il était très lié, et une Alix, donc ça pourrait former un pôle, et je pense que les garçons pourraient s'inquiéter de ça. Donc Loïc pourrait très franchement être vraiment en danger dans le prochain épisode, même si son social pourrait le sauver. Je pense que dans le prochain épisode, voilà, il va y avoir sans doute plusieurs personnes menacées, mais j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas, dans la tribu des garçons, on a vu tout de suite une entente, et un Hugo qui malheureusement n'a pas pu faire grand chose, qui semble-t-il n'a pas fait grand chose, qui m'a un peu déçu aussi de sa part. Mais on verra s'il arrive à s'en sortir ensuite sur le fameux twist qui semble se diriger, donc probablement Age of Extinction. Voilà, j'ai déjà pas mal parlé, mais on va essayer d'un peu plus maintenant analyser les dynamiques de tribu. On va commencer par les hommes, parce que les hommes, voilà, c'est un peu plus simple, je dirais, à analyser.
En tout cas en apparence, parce que comme j'ai dit, il y a un groupe de 6 qui est plus ou moins lié entre eux, c'est des amis ou des amis d'amis, donc disons que voilà, il y a ce groupe de 6 qui est quand même plus ou moins solide, auquel on peut rattacher pour l'instant un Patrick, mais un Patrick qui, déjà avec la prévue de la semaine prochaine, mais en plus semble être quand même quelqu'un qui fait peur, qui pourrait être menacé sur le plan du mérite sportif, même s'il a fait un très bon parcours du combattant, et aussi et surtout parce qu'il est perçu comme un stratège dangereux. Je pense que pour l'instant, Claude préfère le garder sous le coude parce qu'un Patrick, ça peut être très utile. Alors ça peut aussi se retourner contre lui et je pense qu'il en a conscience, mais sachant que Claude, il n'est pas idiot, il sait très bien qu'il ne pourra pas aller en finale forcément avec T, Sam, Laurent, enfin il va falloir à un moment ou à un autre trahir ses alliés naturels, comme il le disait. Et donc, lui qui ne veut pas, à mon avis, vraiment salir son image, qui veut conserver un peu son image de héros, il aura peut-être besoin d'un stratège qui puisse se retourner contre ses alliés sans que lui ait à forcément se salir les mains et qui puisse être finalement le paratonnerre qui prenne un peu la foudre et la colère des autres. Et un Patrick a vraiment ce rôle parfaitement, qui lui sied parfaitement. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de se salir les mains. C'est pour ça qu'on l'aime aussi, c'est pour ça qu'on l'apprécie. Mais donc voilà, c'est assez intéressant du coup d'avoir un Patrick. Et je pense que du point de vue du jeu de Claude, comme il l'a dit lui-même, hein, du point de vue de son jeu, avant que ce soit même le jeu de l'équipe, c'est utile d'avoir un Patrick comme ça. Mais Patrick, voilà, même s'il est protégé partiellement par Claude, on verra, ça dépend aussi de ce qu'il fait dans la suite de la saison, mais pour l'instant il est quand même plus ou moins protégé par Claude, pour être menacé par les plus pro-mérites de l'Alliance, à savoir peut-être Théura ou Sam, qui pourraient vouloir le menacer, d'autant qu'on voit qu'un Maxime, qui est, semble-t-il, la prochaine cible de l'Alliance, avec potentiellement un Loïc, même si Loïc pourrait s'en sortir par son social, un Maxime pourrait essayer justement d'offrir en pâture un Patrick en disant que voilà, il est dangereux, qu'il va proposer des alliances, etc., etc. Ça semble être la direction que prend Maxime, c'est plutôt une bonne décision pour moi, c'est plutôt intelligent de la jouer comme ça. On verra s'il arrive à s'en sortir. En tout cas, Maxime m'a plutôt déçu dans ce premier épisode, notamment du point de vue sportif, où je ne l'ai pas trouvé au niveau des autres. Voilà, il a été vraiment mangé tout cru par les légendes de l'émission, malgré son très beau palmarès lors de la guerre des chefs. Mais comme je le disais, cette alliance à 6 me semble quand même un peu instable, me semble plus fragile qu'en apparence. On a en apparence vraiment une alliance solide comme je le disais, mais je pense que voilà, les guerres d'ego vont faire en sorte que cette alliance va progressivement se fracturer. Et finalement, un Claude n'est pas si bien placé que ça. Pour moi, la personne la mieux placée, c'est Laurent. Parce que Laurent, il est vraiment au cœur de cette alliance. Il est vraiment lié à tout le monde. Ce qui est moins le cas de Claude. Claude a des très bons amis, évidemment. Il est très lié à Laurent. Hein. Mais il n'est pas aussi lié à certains des aventuriers. Je pense que, par exemple, un Laurent est très proche d'un Phil. Ce qui n'est pas le cas, justement, de Claude. Donc voilà, il y a certaines personnes qui, disons que Claude ne contrôle pas forcément. Sam, par exemple, est plus proche d'un Théura aussi, donc disons que c'est compliqué réellement pour Claude, et si Claude, pour des raisons X ou Y, commence à s'aliéner une partie du groupe, notamment du point de vue mérite, s'il commence à être stratège, etc., il pourrait voir ces personnes-là se retourner contre lui, donc attention à lui, je pense qu'il n'est pas dans une si bonne posture que ça. On verra aussi comment ça se produit ensuite, une fois qu'il y aura la recomposition des équipes. Je pense que ça peut nous réserver vraiment une saison assez intéressante, avec beaucoup de suspense. Alors, je ne vois pas du tout Claude en danger dans l'immédiat, hein, je pense qu'il ira sans aucun problème à la réunification, mais après ça, peut-être qu'il pourrait être en danger s'il ne gagne pas d'immunité. Bon, même s'il gagne des immunités et que ça commence à chauffer un peu les personnes comme Laurent qui pourraient se sentir un peu lésées et un peu jalouses justement d'un Claude, ça va être intéressant je pense, et j'ai hâte vraiment de voir ça, de voir comment ça se déroule exactement. J'espère juste qu'on n'aura pas une finale 100% masculine avec Claude, Théura, Laurent, voilà, enfin vraiment Sam, enfin toute la clique, disons, ultra pote et ultra soudée. Ce serait vraiment une saison ennuyante. J'espère qu'on aura beaucoup plus de mix, j'espère que voilà, certaines personnes vont apporter progressivement leur grain de sel et vont apporter justement un peu de saveur à cette saison. Côté femmes, on a vraiment deux alliances assez identifiées qui s'affrontent. Donc on a une alliance majoritaire d'un côté
qui est l'alliance, je dirais, entre guillemets des jeunes, hein, donc de toutes les aventurières, disons récentes, des saisons récentes, avec évidemment une Clémentine, une Candice, une Cindy, on a également Alexandra et Alix hein, dans cette alliance, et la vétéran de cette alliance, à savoir du Clémence, qui est alliée un peu à cette alliance, notamment via une Candice, qui sont assez amis. Je sais que Candice admire beaucoup Clémence, et elles se connaissent en plus du combat des héros, tout comme Clémentine aussi, qui faisait partie de cette saison, donc ça apporte un groupe de 6 quand même qui est hétéroclite, mais assez soudé. Et puis de l'autre côté, on a une alliance de 3, voire 4. 4 c'est plus de circonstances à mon avis, mais on a vraiment un groupe solide de 3, plus que 2 maintenant, qui était autour donc, de Karima, Kumba et Jade, et Christelle qui s'est alliée à elle un peu en tant qu'alliée de circonstance parce qu'elle souhaitait éliminer Clémence. Clémence voilà, qui était pour elle la grande menace, et plutôt à raison selon moi, mais disons qu'elle a misé sur le mauvais cheval et elle se retrouve vraiment dans la minorité à 3. Je ne pense pas que Christelle soit immédiatement en danger, je ne pense pas que ce sera la première personne visée. Je pense que Kumba est plus en danger parce que Kumba a une plus forte personnalité pour être perçue comme plus dangereuse, notamment dans les épreuves. Mais attention à Jade aussi, parce que Jade, on l'a très peu vu dans le premier épisode. Je pense que c'est même la seule des femmes qui n'a pas eu de confesse, qui n'a pas parlé face caméra en ayant vraiment son avis. Donc ça m'a assez déçu d'assez peu la voir. J'ai hâte de la voir vraiment dans des épreuves. Je crois que la semaine prochaine, pour les femmes, l'épreuve d'immunité, ce sera l'épreuve des trapèzes. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle peut donner vraiment sur une épreuve ultra physique, une épreuve de résistance vraiment, parce que c'est là que Jade, on le sait, est la meilleure. On va voir si elle a gardé vraiment tout son talent, tout son mental qui faisait vraiment sa force. À voir, mais je crains vraiment qu'elle puisse être en danger. Ça va vraiment dépendre de ce qui va se passer justement dans le prochain épisode, et voir comment évoluent les alliances entre femmes, et voir surtout comment est-ce qu'elle arrive à se sortir un peu du pétrin dans lequel elle s'est fouée, parce que finalement maintenant elle est dans une alliance minoritaire, et si cette phase avec hommes et femmes séparés devait durer, elle serait très vite mise en danger sans immunité. Donc pour moi ça va être assez risqué pour elle. On va voir comment elle arrive à se sortir de cette situation, elle qui a été habituée jusqu'à présent à toujours être dans la majorité des alliances. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ce très long débrief. J'ai hâte de voir ce que l'épisode de la semaine prochaine va nous réserver, notamment avec le possible Edge of Extinction qui va se dérouler potentiellement avec donc Hugo et Karima. J'ai apprécié cet épisode, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé en commentaire, si vous avez apprécié ou non cet épisode, quel sera selon vous le scénario de la saison, sans spoil s'il vous plaît, hein, parce que moi voilà, je ne lis pas les spoils, donc j'espère que c'est votre cas aussi, parce que pour moi ça gâche vraiment la saison. Mais si d'aventure vous avez connaissance de spoil, je vous demanderai de ne surtout pas y faire allusion dans les commentaires, ou alors si vraiment vous voulez en débattre, vous mettez des balises de spoilers de partout, parce que sinon voilà, il y a beaucoup de gens comme moi qui préfèrent ne pas être spoilés. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu, et on se retrouve peut-être dans les prochaines semaines pour un bilan des épisodes futurs. Ciao à tous.